Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble et en direct, bien entendu, jusqu'à 1h. Pendant 2 heures, vous allez pouvoir me parler de vous, de votre vie, me parler de vos joies, de vos peines, de ce qui vous empêche peut-être d'avancer en ce moment. Le 39-21 est ouvert. Ce soir, vous y serez accueillis par Quentin et Julie, sous le regard bienveillant de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et si vous vous retrouvez dans un témoignage, si vous souhaitez vous adresser à un auditeur ou à une auditrice, eh bien, vous pouvez composer à tout moment ce numéro. Vous pouvez également nous envoyer vos messages au 7 21 21 commençant par le mot nuit. Et vous pouvez également nous envoyer vos courriels sur le site europe1.fr. Je voulais saluer Sacha qui vient d'envoyer un petit message qui m'a amusé. Sacha est un nouvel auditeur. Il me dit voilà, j'écoute depuis peu l'émission, mais je suis déjà addict. Et puis Coco, elle dit moi je trouve que Fifi a vraiment bien fait de congédier son coiffeur. Vous ne l'aviez pas vu avant, mais c'est vrai que ça lui va de mieux en mieux cette coupe. Il y a une période un peu intermédiaire, hein, c'est comme pour nous là, il y a une période comme ça, mais c'est vrai que là il prend un look bad boy qui lui va très bien. Et puis il y a l'imparfait du subjonctif qui nous dit les lutins et les fées de la nuit souveraine, eux aussi vous écoutent d'une oreille attentive et avec délicatesse. Ça s'adresse à l'équipe, à tous ceux qui vous accueillent au 39-21. Donc ce soir c'est Quentin, c'est Julie, mais il y a également Asiba et Justin qui vous accueillent les autres soirs de la semaine. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Karine. Bonsoir Caroline, bonne année. Merci, très belle année à vous. Alors, vous vous interrogez un peu, vous, sur votre avenir, Karine, en Oui. ce début d'année. Vous avez 23 ans et vous faites une formation à distance en journalisme. Oui. Que voulez-vous dire par formation à distance ? En fait, c'est une formation qui est proposée par un centre de formation à distance, en fait. Oui, d'accord, mais... En fait... mais merci de la réponse. C'est comme des cours par correspondance. Oui, voilà, c'est des cours D'accord. par correspondance, en fait. Et ça apprend vraiment les bases du journalisme, en fait. Ça doit pas être simple, c'est-à-dire que vous travaillez chez vous. Oui, c'est ça. Ouais, ça doit pas être facile. Je savais même pas que ça pouvait se faire. Non, c'est vrai que c'est pas forcément connu. Et puis c'est vrai que c'est pas forcément facile non plus. Mais c'est un métier qui me passionne vraiment et je me suis dit autant essayer quoi. Dans ma famille j'ai déjà des gens qui font des formations qui m'ont donné des très bons ressentis, donc oui. je me suis dit autant essayer d'en faire une moi aussi. Et c'est votre première année ?
En fait, il y a qu'une année, en fait. Donc, on a plusieurs cours en fonction de... en fait, on a des devoirs à rendre et en fonction des devoirs, dès que le centre reçoit le devoir, on reçoit le cours suivant, en fait. C'est-à-dire que vous avez passé le concours? En fait, il n'y a pas de concours, en fait. C'est par devoir, en fait. C'est comme des cours par correspondance Ah oui, parce pour que n'importe quel... oui, vous n'avez pas, c'est pas comme pour entrer dans une école Non. de journalisme, donc il n'y a pas le concours à passer. Non, non, en fait, à la fin, on a un certificat qui atteste du fait qu'on a fait la formation et qu'on a réussi la formation, en fait. Oui, Et voilà. C'est- d'accord. Après, on a possibilité de faire un stage pendant la formation ou voire après dans des organismes de presse ou de radio ou de télévision. Oui. Et voilà, principalement. Et donc, vous êtes corrigé par des Oui, professeurs par des professeurs, oui. Mhm. Oui, ça demande quand même beaucoup de détermination, de Oui, travailler mais seul comme ça. en fait, c'est vrai que en début de l'année dernière, j'avais fait une formation, cette fois en adulte. D'ailleurs, j'avais déjà appelé par rapport à quelques brimades que j'avais subies par rapport à ma formation, justement. Et aux élèves qui étaient avec moi, il y a de ça 2 mois, j'avais appelé par rapport à une expérience que j'avais avec les garçons et un peu par rapport aux moqueries que j'avais subies dans cette formation. Et donc, ça n'avait pas réussi en fait. J'avais pas eu mon diplôme, donc c'est vrai que j'étais passée par une période un peu de déprime et de dépression. Et donc là, je me suis dit je suis quelqu'un d'assez réservé. Je me suis dit je vais essayer de faire quelque chose par moi-même Oui. qui m'intéresse vraiment. Mhm. Et même si je reste à la maison, c'est vrai que ça peut quand même un peu m'enfermer, mais en même temps, c'est quelque chose qui me passionne tellement que je me suis dit, il faut que j'y aille à fond, Oui, ça me alors permettra de... justement, est-ce que cette décision de faire vos études comme ça par correspondance vient de ce que vous avez vécu dans le passé? un- C'est un peu ces bah, brimades, ces moqueries à l'école. c'est vrai que c'est un peu ça, oui, et puis et quelque part, c'est aussi parce que le fait que je me trouve dans moi un environnement qui, je sais, me correspond pour apprendre et je veux dire, comme je suis chez moi, Hmm. je me sens dans un environnement que je connais en fait et je suis plus à même d'évoluer en fonction de... je suis plus à l'aise pour apprendre et pour mieux retenir des choses en fait. Donc, Et vous avez envie d'aller vers quoi? Vers quel type de presse, de journalisme? c'est vrai que pour l'instant j'hésite plutôt entre la presse écrite parce que j'adore écrire et puis Hmm. je tiens un blog où je fais quelques petits articles sur ce qui se passe un petit peu. Donc c'est vrai que ce serait quelque chose qui m'intéresserait, ou alors Oui. vers la radio, parce que justement, du fait que je sois timide, ça m'obligerait justement à parler beaucoup, à m'ouvrir aux gens, et puis le Oui. fait de savoir que je suis écoutée, et Vous avez une voix bien affirmée pour quelqu'un de merci. timide. Non, mais vous disiez que vous manquiez d'assurance et je trouve que vous avez une voix bien posée, bien affirmée. Peut-être le fait que je passe à la radio, justement, je sais pas, mais Hmm. en fait, je sais pas, plus j'avance dans la formation et puis même j'essaye de reprendre confiance en moi parce que je me dis si vraiment je réussis la formation, qu'après je dois travailler dans le journalisme, autant que je commence à faire un travail sur moi, sur ma timidité, parce que voilà, si je reste trop réservée aussi après, C'est c'est vrai que ça va important. pas. C'est important dans ce métier Oui, parce qu'il faudra aller au-devant des autres. ouais. Alors, ça dépend après vers quoi vous vous dirigez parce que le journalisme il y a une diversité Oui, ouais. selon que l'on est déjà en presse écrite, en radio, en télévision, et puis même à l'intérieur de ces trois médias. Il y a une diversité selon radio ou télé. Si vous faites du reportage, si vous êtes présentateur, c'est pas du tout le même métier en fait. Ouais. On parle bon, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, hein, de métiers très différents. Oui, ouais. Oui, par rapport à si c'est par exemple de la presse d'information, presse média, enfin voilà, Hum, c'est vrai que mhm, hum. Vous avez c'est vrai. des... Oui, pardon.
Non, non, c'est moi. Vous avez des stages en perspective? En fait, par rapport à ma formation, j'ai la possibilité de demander à faire un stage dans une entreprise, dans mon centre de formation en fait, pour voir comment ça se passe auprès des profs qui pourraient m'amener dans une entreprise proche du centre, ou alors la possibilité à la fin de ma formation de demander à faire un stage dans une entreprise, comment je pourrais dire, j'ai plus mon mot, qui est répertoriée par le centre en fait de formation reconnu, enfin qui est en partenariat en fait avec le centre. Oui, parce que justement, je reçois un message là au 7 21 21 qui dit attention, une attestation de formation n'a pas la valeur d'un diplôme. Il y a des écoles de journalisme et il faut vraiment que Karine se renseigne pour ce métier parce que là aussi, bon, il y a des écoles qui sont plus réputées que d'autres. Et puis, bon, cette personne me dit, voilà, attestation de formation n'a pas la valeur d'un diplôme. Donc, est-ce que vous vous êtes renseigné sur cette formation à distance, sur les débouchés que cela offrait? Parce que En ça fait, compte. c'est vrai que on m'a dit que pour le moment, avec si j'avais la formation avec l'attestation, je pouvais quand même demander par exemple à être pigiste ou. Et c'est vrai que je peux pas forcément être vraiment à plein temps en fait. Donc c'est vrai que moi pour le moment je me disais je vais faire ma formation là et puis peut-être comme j'avais déjà essayé une école de journalisme à côté de chez moi en fait à Lannion en fait comme je suis en Bretagne. J'avais essayé l'IUT de Lannion qui offre une option journalisme en fait avec pas mal de médias justement, studio de radio, presse écrite, etc. Donc je me suis dit si j'ai la formation, je vais sûrement essayer de retenter cette école ou d'autres d'ailleurs, ou peut-être faire un BTS audiovisuel. Enfin pour le moment c'est vrai que c'est un peu flou et Mhm. je préfère voir d'abord comment ça se passe d'abord avec la formation et puis après. Oui, il faut bien vous renseigner Ouais. pour la suite sur quand même la formation et la valeur après du diplôme obtenu. Parce que entre une école de journalisme et un BTS audiovisuel, ça vous ouvrira pas du tout les mêmes portes. Ouais, c'est vrai. Si vous voulez, par exemple, faire de la radio, rentrer dans une rédaction, en sortant d'une école de journalisme, ça vous ouvrira plus de portes qu'un BTS audiovisuel. D'accord. Si vous voulez rentrer dans une rédaction. Après, Oui, tout dépend ce que vous voulez faire. oui, c'est vrai. Ou au sein d'un journal dans la presse écrite. D'accord. Un BTS audiovisuel ne vous ouvrira pas les mêmes portes. Elle vous en ouvrira d'autres. Mais pas forcément. Après, c'est quelle orientation vous voulez précisément. Oui, ouais. C'est vrai, je suis un petit peu perdue en fait. Comme c'est pas du tout mon orientation de base en fait, et c'est vrai que, enfin, c'est pas vraiment sur un coup de tête que j'ai fait ça parce que encore une fois, c'est vraiment un métier qui m'intéresse vraiment, mais Bon, vous c'est êtes vrai. jeune, hein, vous avez 23 ans, donc Oui, oui, il y oui. a certaines écoles où on ne peut pas y rentrer avant, je sais plus, je crois je sais pas si c'est pas 20 ans. Enfin, il y a Julie, tiens, elle pourrait nous appeler, Julie au 39 21. Elle est en école de journalisme. Elle dit qu'une formation dans ce domaine à distance, ça lui paraît, à Julie, inconcevable. Bon, ça peut être pour vous une façon déjà de vous former dans certains domaines pour après, comme vous le dites, intégrer une école de journalisme, justement pour préparer, passer le concours. Oui. Il y en a qui font une prépa, qui font Sciences Po avant de passer le concours pour une école de journalisme. Hein. Il y a des gens d'horizons différents. Donc ça peut vous permettre de vous préparer, de mieux vous situer, de savoir vraiment qu'est-ce que vous voulez précisément, à travers aussi les matières qui vous sont proposées. Vous voyez, de mieux cerner un peu quels sont vos projets. C'est pas évident quand on démarre comme ça. Ouais. Il y a Anthony aussi qui nous envoie un message pour dire le journalisme, c'est le contact et la distance. Bon, et je crois que tout reste possible, mais c'est vrai qu'après il faut vraiment savoir peut-être même à ce moment-là contacter
les écoles, vous l'avez peut-être déjà fait d'ailleurs, les écoles de journalisme, et leur demander qu'est-ce qu'elles demandent pour entrer, voyez, D'accord. qu'est-ce qui est le mieux pour intégrer leur école. D'accord. Si par exemple avec la formation que je suis en train de faire, vous voulez dire je peux quand même intégrer leur école ou pas en fait? Oui, D'accord. vous avez posé la question? Non, j'ai pas. C'est vrai Non? que j'ai pas pensé sur le coup, mais Ouais. ouais, c'est Mais vrai qu'il faudrait. c'est pas perdu, Ah non 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 vous voyez, non. parce que ça vous aide à voir à voir qu'est-ce que justement en fonction, je vous le disais, des matières, et à mieux comprendre les tenants et les aboutissants, et à voir un peu où vous en êtes, qu'est-ce qui vous intéresse au fond le plus, parce que c'est un métier qui suscite beaucoup de fantasmes. Ouais, qui est assez difficile. Et qui, en fait. qui est passionnant, mais qui est difficile. Où il y a beaucoup de jeunes qui se lancent comme ça, et au départ, qui sont à la pige, hein, comme on dit, parce que pas facile au début de gagner sa vie. Il faut vraiment beaucoup de détermination. Oui, mais... Donc Julie ajoute, il y a une dizaine d'écoles reconnues, et c'est très sélectif, 35 places pour 900 candidats. Oui, bah oui, c'est ce que j'avais essayé justement une de ces écoles donc en Bretagne, à Lannion, en fait, et c'est vrai que j'étais pas passée justement, mais à quelques points près en fait, et c'est vrai que c'était assez sélectif, ouais. Mais, Oui, on n'est plus du temps des Albert Londres ou autre, c'est pourtant des merveilleux et grands journalistes, reporters, qui n'avaient pas, ils n'avaient pas fait les écoles, d'écoles de journalisme, et c'était des gens qui venaient vraiment d'horizons très très variés, et maintenant, c'est partout pareil. Maintenant, voilà, il faut avoir les diplômes, il faut avoir les bons diplômes, et c'est comme ça. La sélection se fait là-dessus, y compris pour intégrer les stations de radio, les grands quotidiens, les hebdos, ça se passe comme ça. Donc autant le savoir à l'avance. Alors ça ne veut pas dire qu'après il y a toujours des personnes qui par le biais de stages peuvent y arriver. C'est toujours une question de motivation et de détermination. Mais je vous dis, à 23 ans, tout reste très ouvert, et autant être bien renseigné là-dessus. D'accord. Voilà. Très bien. Très bien. Il y a Christophe Delisle qui est très optimiste. Elle dit Karine a une très belle voix, donc elle réussira dans le journalisme. Et oui, mais le journalisme, alors là, c'est effectivement dans la radio. En presse écrite, c'est autre chose, c'est ce qui vous tente le plus. Mais bon, après, il y aura peut-être d'autres choses qui vous tentent. C'est vrai que j'hésite en fait entre ces deux médias en fait. Vous verrez. C'est vrai qu'on n'arrête pas de me dire que j'ai une belle voix, donc Tristan n'est pas le premier. C'est Christophe. Mais, Ah pardon, Christophe, Ouais. Excusez-moi. Vous verrez, vous aurez le temps d'avancer. Oui. Bonne chance en tout cas, Karine. Merci beaucoup. Et puis du coup, je voulais passer un petit bonjour à Olivier le patrouilleur, le Troublion, et tous les auditeurs qui sont sur la page Facebook. Et aussi dire que par rapport à hier, quand Julien est passé, en fait, j'ai été très très émue, parce que c'est vrai que j'ai eu la même expérience, mais pas forcément pareil. Et voilà, je voulais lui dire que s'il a besoin de parler à quelqu'un, voilà quoi, je veux bien lui parler. C'est vrai que ça m'a vraiment touchée, quoi. Ça fait très 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 mal, et je comprends très bien qu'on a beaucoup de mal à se reconstruire après ça. Et donc voilà, s'il a besoin de parler à quelqu'un, je veux bien me porter volontaire. Merci pour lui, Karine. Je crois qu'il est important déjà qu'il parle. Effectivement, Julien, c'est ce jeune homme, pour celles et ceux qui n'avaient pas entendu l'émission d'hier, qui confiait qu'il avait été abusé par un oncle qui a été incarcéré, mais ça reste un secret de famille par rapport à ses plus jeunes frères qui
étaient des enfants encore au moment des faits, lui-même étant aussi un enfant. Les parents avaient dû vouloir les protéger. Et bien que la famille soit en thérapie familiale, Julien ne parvenait pas à en parler. Et c'est vrai que je pense que c'est déjà important qu'il en parle dans ce cadre-là, je crois. Et puis, oui, voilà. Puis même moi qui ai subi ça, quelque part, qu'on s'entraide peut-être tous les deux, quoi. Je veux dire... Ouais, moi, ça me ferait du bien d'en parler avec quelqu'un qui a... C'est à double tranchant. Voilà. C'est à double tranchant. Permettez-moi de le dire, Karine. Je crois que vous vous retrouvez sur ce que vous avez, sur la violence subie, mais après, en même temps, chaque histoire est singulière. Ouais. On a Gontran qui est avec nous au 39 21. Bonsoir Gontran. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste, hein, Gontran? Oui, absolument. Je suis journaliste depuis 4 ans. Oui. Et j'écoutais la personne qui est intervenue il y a quelques minutes. Karine, oui. Et en fait, moi j'avais juste une chose à dire, c'est que, parce que quand j'étais étudiant en journaliste, des fois je recevais des mails de lycéens qui disaient qu'est-ce qu'il faut faire pour être journaliste, comment réussir. Et franchement, souvent je disais, quand j'envoyais des mails, je disais... avant même de faire une école, la première chose, c'est être bien sûr qu'on veut faire ce métier, et la seule façon d'en être sûr, c'est simplement de se confronter au métier. Et c'est pas si compliqué que ça de se confronter à ce métier de manière toute simple. C'est simplement, il y a dans un lycée ou à la fac, il y a toujours un journal du lycée. Il y a une radio, il y a des radios associatives partout. Moi, quand j'étais lycéen, j'ai fait de la radio, et ça m'a donné le goût, quoi. Et surtout, ça permet de se confronter à la réalité et d'évacuer un peu des fantasmes, parce que c'est vrai, tout à l'heure, vous avez parlé d'Albert Londres, et c'est vrai qu'on a tendance à lire, on lit les livres d'Albert Londres, on s'imagine qu'on va fermer des bagnes, et finalement, même si le métier que je fais, c'est le métier le plus formidable du monde, et j'en suis amoureux, j'ai pas fermé des bagnes depuis que j'ai commencé, et pourtant, je fais des reportages, je suis journaliste de télévision en Picardie, donc je suis pas grand reporter de guerre en Irak, et pourtant au quotidien je fais un métier merveilleux, je rencontre des gens tous les jours, et voilà, et c'est ça qui est merveilleux, c'est que c'est un métier où un jour on est face à un patron, le lendemain on est face à un ouvrier, le troisième jour on est avec des sportifs ou avec des agriculteurs, et après moi c'est ce qui me plaît dans mon métier, ce qui plaît pas forcément à tout le monde, mais ce que je veux dire, c'est que la première chose, avant de penser formation, avant de se dire qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver, la première chose, c'est de le faire. Parce que même un truc tout bête, c'est que quand on passe un concours, dans 95% des concours, et Dieu sait que je connais, puisque j'ai passé à peu près tous les concours de l'école de journalisme qui soient, et j'en ai réussi qu'un au bout de 4 ans. Mais bon, comme quoi, quand on s'acharne, on y arrive. Et souvent, il y a un oral de motivation. Et les élèves ne pensent pas à quel point cet oral est très important dans la sélection des élèves. Et c'est durant ces oraux, souvent, que justement, on peut faire part de son expérience, et de fanzines, de radios associatives, de choses comme ça. Et souvent, on fait la différence sur ce genre de détails, parce qu'on n'arrive pas avec des grandes idées préconçues qu'on a appris justement dans les écoles. Assez idéologique, oui. Exactement. On arrive avec des choses finalement très concrètes. Une passion, et oui, et comme vous dites, au fond, c'est concret. Quand vous dites aller à la rencontre des autres, ce goût des autres aussi, où vous côtoyez des gens de milieux aussi très différents. De toutes conditions, de discours très différents. C'est un métier qui apprend... là, je vais rentrer dans l'idéologie finalement, quelque part, mais c'est un métier qui rend humble, parce que finalement, on est obligé d'écouter un peu tout le monde, et donc on est obligé de se confronter à des points de vue différents, et donc finalement à se remettre en cause en permanence, soi-même déjà. Ça rend modeste en tout cas, ça c'est sûr. Oui, mais ça va à l'encontre aussi de l'idéologie qu'il y a actuellement, où les journalistes sont... il y a un peu un mépris quand même des journalistes actuellement.
Je suis peut-être Comme pas bien si placé ils pour étaient répondre à ça. non, mais moi je le dis, du côté un peu des nantis, des puissants, ça fait partie des fantasmes. C'est-à-dire que c'est à Voilà, la ça fois c'est peut-être l'image qu'on en a. autour des journalistes, du quatrième pouvoir, des bon. Alors il y a pour certains une infime partie qui gravitent dans les hautes sphères. La majorité des gens qui font ce métier ne ressemblent pas du tout à ça. Donc en C'est fait, c'est paradoxal, c'est-à-dire qu'à la fois on est tous les journalistes, aussi bien le journaliste parisien politique que le journaliste de province d'actualité, on est tous des privilégiés parce qu'on est tous amenés à être dans des situations, à avoir accès à des endroits que les autres, les non-journalistes entre guillemets, auxquels les autres personnes n'ont pas accès. Et effectivement, on a beau dire, ça a quelque chose pas de grisant, ce serait beaucoup dire, mais ne serait-ce que quand on va à un concert, on peut accéder aux coulisses pour aller parler à l'artiste. Enfin, on va forcément dans des endroits un petit peu différents que les autres personnes. oui, Quand on est en société, c'est beaucoup. Disons, quand on discute avec des gens qui ne sont pas du métier, forcément, c'est un métier qui suscite le fantasme. Et quand on dit je suis journaliste, c'est pas un métier comme un autre, c'est évident. oui, mais les Maintenant, salaires on est des sans être- journalistes qui font fantasmer ne sont pas mirobolants. Hein. Bah non, non, non. Enfin, je veux dire, un D'ailleurs, il y a journaliste qui même- démarre, il y a beaucoup, enfin, les journalistes, Bah là, en il y fait, en a c'est beaucoup pareil, de c'est jeunes et un- de moins jeunes qui ont du mal à joindre les deux bouts. Enfin, Bah je veux après, dire, c'est sûr. il y en a, c'est à la pige, ils cumulent les Tout à fait. piges, enfin, on les voit, c'est pas. Bah, c'est un métier qui suscite Faut le beaucoup dire de aussi aux fantasmes. jeunes journalistes quand même. Hein. Absolument. Oui, absolument, absolument. Après, évidemment, c'est un métier où il y a beaucoup de situations différentes aussi, parce que, comme vous faites remarquer déjà, il y a les piges, hein, ça c'est une chose. Mais quand bien même on parle de piges, ça veut tout et rien dire, parce qu'il y a des gens qui s'en sortent mieux que des titulaires en étant à la pige. Mais effectivement, C'est vrai. donc tout ça est très disparate. On est journaliste télé, on est journaliste radio, on est journaliste de presse écrite, on est journaliste de web. Là aussi, il y a des grandes disparités. Moi, j'ai la chance d'être journaliste de télévision, donc on a en moyenne des salaires un petit peu plus élevés que dans la presse écrite. On a tous les métiers ont leur différence de salaire, leur différence de métier. Et, chez nous, dans notre métier de journaliste, et en général, les journalistes qu'on appelle dits de PHR, de presse hebdomadaire régionale, ces gens-là, je leur tire mon chapeau, ils travaillent 70 heures semaine et ils gagnent un petit peu plus que le SMIC. Voilà, ils n'ont pas une situation financière qui fait rêver. Après, c'est des gens qui le font soit parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, mais il y a des gens qui adorent malgré tout ce qu'ils font. Ah mais ça, Voilà. je comprends. Et puis après, effectivement, à côté, il y a des salaires un petit peu plus élevés et puis il y a des salaires très élevés. Bon, c'est sûr, il y a une grande disparité. Il y a une grande disparité dans le métier. Il y a plusieurs métiers, évidemment, dans les salaires. On va accueillir également, merci beaucoup Gontran, hein, de ce témoignage et d'avoir parlé de votre vécu, vous de journaliste en télévision sur régional. On va accueillir maintenant Michel également. Bonsoir Michel. Bonsoir. Bonsoir. Oui, j'appelais moi très très brièvement pour indiquer qu'il y avait une solution de formation de journalisme qui est la formation en alternance. Allô ? Oui, on vous écoute, oui. Michel. La formation en alternance, c'est simplement un témoignage d'une expérience qui n'est pas pour moi, mais d'une de mes filles qui est aujourd'hui journaliste, qui travaille dans une revue spécialisée dans le bâtiment et qui a fait une formation en alternance dans une école qui s'appelle l'IPJ. Elle avait une licence de lettres. Alors la difficulté, c'est qu'il faut trouver un journal effectivement qui accepte la formation en alternance, mais moyennant une formation qui dure 2 ans, rémunérée au SMIC, je crois, ou un petit peu moins du SMIC, 80% du SMIC, ça permet d'acquérir une vraie formation, un vrai diplôme. Bon, l'IPJ est une des 7 ou 8 écoles, je crois, qui sont reconnues nationalement. Alors, on peut y rentrer par concours, mais on peut aussi y rentrer par cette solution d'alternance. Oui. Et en l'occurrence, là, moi, ma fille
ait pu trouver un travail assez rapidement à la suite de ces formations. Donc ça peut aussi être une solution. Oui, Voilà, effectivement. c'est simplement une information qui peut intéresser éventuellement. Donc actuellement, Et- oui, pardon, Non, c'est allez-y moi. Karine. Et par contre, du coup, cette formation, en fait, vous savez pas si elle se déroule sur toute la France ou si c'est vraiment dans un... Alors là, Dans un c'était sur Paris. C'est sur D'accord. Paris. Hein. C'est une école qui est à Paris. D'accord. Une école qui est à Paris, qui se trouve dans le 8e arrondissement, je crois, rue Saint-Georges. Mais enfin, c'est une des, bon, c'est pas une des très grandes écoles, c'est pas Lille, c'est pas le CELSA ou autre, mais c'est une école qui est vraiment reconnue nationalement dans la formation de journalistes. Il y a même des journalistes relativement connus qui ont fait cette formation par le biais du concours, mais on peut aussi le faire par cette solution d'alternance. Et en l'occurrence, trouver un débouché professionnel assez rapidement derrière. D'accord. Et vous, maintenant, votre fille est journaliste ou elle fait Ma cette fille, formation? oui, tout à fait. Oui, Tout à fait. d'accord. Ma fille est journaliste, elle travaille dans une revue. Alors bon, c'est pas pour l'instant la voie qu'elle aurait choisi, enfin qu'elle aurait voulu avoir. Oui. Elle voudrait sans doute faire plus quelque chose dans le domaine des questions de société, mais elle est journaliste donc dans une revue qui est spécialisée dans le bâtiment. Où elle D'accord. elle est secrétaire de rédaction, mais elle fait aussi du journalisme, elle fait aussi des enquêtes. Elle a un vrai travail de journaliste. D'accord. Merci Voilà, beaucoup, Michel, c'était pour à ces titre renseignements. d'information, simplement. C'est utile, on a besoin de tous les renseignements. Il y a First Lisa, merci à vous d'avoir pris Au la revoir. peine d'appeler. Au revoir Michel. Il y a First Lisa qui dit dans les salons étudiants, on explique bien tout cela. Il y a Anthony qui dit j'écris des articles pour un quotidien régional, rubrique justice, je suis payée à la tâche. Il y a quelqu'un, c'est le subversible je crois, qui dit travaillez aussi votre entre-gens, cela ne saurait vous nuire. Oui, ça c'est important. C'est un métier de contact, hein, de relation. Donc les stages, c'est très important de noter, de se faire un carnet d'adresses. C'est aussi un métier de réseau, comme dans beaucoup de métiers, mais particulièrement celui-là. Il y a Gabriel des Hauts-de-Seine qui dit beaucoup d'étudiants ont fait une prépa Sciences Po ou un master 2. Donc, bon, voilà un petit peu des pistes à explorer, ma chère Karine. D'accord. Très bien. Bon, en tout cas, il y a Lali qui dit, allez, bonne chance à Karine, elle a l'air motivée, elle y Oui. arrivera. Et puis, par rapport aux commentaires tout à l'heure de Gontran, en fait, je fais partie d'une association dans ma ville, en fait. Mhm. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en fait, les informations de la ville, tout ce qui est, par exemple, juste manifestation, tout ça, n'étaient pas forcément mis au courant par les habitants. Ils n'étaient pas forcément au courant qu'il y avait tel ou tel événement. Oui. Et donc, justement, j'avais pour projet d'essayer de voir, avec ces membres de l'association dont je fais partie, d'essayer de créer justement une radio associative pour pouvoir essayer de diffuser le plus possible justement les informations de la ville. Donc pour le moment, c'est juste un projet. Il faut que je dois reparler avec l'association justement. Mais a priori, si ça peut se faire, c'est vrai que ça pourrait être bien quoi en fait. Parce que j'ai vraiment parlé avec des habitants de ma ville et par exemple j'aurais dit tu sais qu'il y a eu ça tel jour. Ah bah non, je savais pas, c'était pas marqué dans le bulletin donc. Et puis voilà. Je me dis ça pourrait être pas mal de. Bon. Écoutez, on vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses pour la suite et c'est une bonne initiative à développer, ma chère Karine. Merci. Au revoir, bonne chance. Au revoir, merci. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Un petit message de Sacha qui dit Karine doit surtout aller au bout de son rêve pour ne pas le regretter ensuite. Et puis un message signé l'anonyme qui me dit mais alors l'émission aurait-elle changé de style? Mais non, pas du tout. Je dis souvent en début d'émission que vous pouvez aborder tous les sujets qui vous tiennent à cœur. Donc on n'est pas obligé de parler que de sujets psy dans cette émission. Vous parlez de vous, de votre vie, de ce qui vous préoccupe, de vos rêves, de vos espoirs, de vos attentes. Donc Karine parlait de son avenir. Voilà, donc elle souhaite devenir journaliste et on peut aborder tous les sujets dans cette libre antenne qui vous est entièrement consacrée. Je vous le dis, les thèmes ne sont pas définis à l'avance. On accueille maintenant Denise. Bonsoir.
Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Denise. Alors voilà, moi je vous appelle pour vous parler un petit peu de mes problèmes là qui sont des TOC Oui, trouble obsessionnel compulsif. qui me gênent énormément. Bon, beaucoup moins qu'avant parce que j'ai quand même travaillé sur moi et puis j'ai fait beaucoup de thérapie, enfin vous voyez. Pour essayer. En quoi consistent vos TOC? Eh bien moi je ne supporte pas la poussière. Ah, ouais, c'est embêtant. Oui. C'est embêtant parce qu'on a beau lutter contre, ça revient toujours. Hein. Il y en a tout le temps, il y en a partout. Eh oui. Et on dirait qu'ils sont même souvent, ils sont là que pour moi, on dirait. Parce que je fais que... Les moutons? Que d'en voir, quoi. Enfin, non, j'imagine que chez vous, ça ne doit pas atteindre le stade de mouton. Non. Mais encore, bon, les moutons, mettons, ils sont par terre, ça me dérangerait encore pas trop. Oui. Mais c'est surtout les poussières qui sont dans l'air. Ah. Qui se baladent dans l'air, qui bougent, qui se déposent. Oui. Vous voyez, qui volent, qui se déposent. Même à l'extérieur de la maison? Oui, ça m'est arrivé aussi à l'extérieur. Mhm. En fait, c'est plus à l'intérieur, c'est dans une pièce autre qu'à la maison, hein, n'importe où. Hein. Oui, c'est plus dans la pièce quand même, dans une pièce. C'est plus dans une pièce. Hein. Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous faites alors pour contre ça, quelle parade trouvez-vous? Écoutez, bon, j'ai beaucoup de rituels. Oui. Comme en ce moment, bon, je me sers beaucoup de l'aspirateur, je prends des rouleaux adhésifs, tout ça. Vous voyez aussi, parce que bon... Vous les suspendez? Non. Mais bon, j'attrape pas les poussières dans l'air comme ça. Hein. Mais bon, quand elles se déposent, ou je les crée encore bien sur moi, sur les habits, par exemple. Oui. J'utilise beaucoup donc de rouleaux adhésifs. Ah oui, d'accord. Pour enlever tout ce qui peut être... tomber dessus, par exemple, tout enlever les petites peluches, les minons, enfin moi j'appelle ça des minons. Des minons? Des minons. Ah, c'est provençal? Ouais, non, je suis pas de la Provence, moi. Non? Non, je dis moi minons, vous voyez, des minons, par exemple, des peluches de linge, par exemple, de vêtements, oui, aussi. Oui. Alors, ouais, bon, tous ces petits trucs aussi qui volent dans l'air, moi, j'appelle ça des minons, voilà. C'est de quelle origine? Moi, je suis du Jura. Ah oui, on appelle ça, c'est joli comme nom. Enfin, vous, ça doit pas vous plaire, mais Minon, c'est joli, ça fait penser à mignon. Mignon, oui. Alors bon, c'est des particules, hein, autrement dit, voilà, moi aussi, donc toutes les particules, donc qui sont dans l'air, aussi bien qu'on voit, vous savez, avec le soleil. Ah ben, il y en a avec le soleil, oui, on les voit, oui. Voilà, donc ça m'a beaucoup gênée, je fermais même les volets. Petite poussière d'étoiles, oui. Et puis bon, même j'arrive dans une pièce qui n'est pas éclairée par le soleil à voir des petites choses qui se baladent de temps en temps et qui arrivent à tomber sur la table, enfin bon, vous voyez. Et tout ça donc me gêne énormément. Et après, ben je suis triste et je fais que de penser à ça, quoi. J'ai ça dans la tête. Là, ça fait 8 jours que je pense à ça. 8 jours, donc ça fait 8 jours, oui, c'est plus intense là. Oui, c'est plus intense. Voilà, oui, j'ai une petite crise là. Vous avez une crise de nouveau. Voilà, vous êtes plus angoissée. J'arrive pas à... Qu'est-ce qui aurait pu provoquer? Qu'est-ce qui fait que vous êtes plus anxieuse, plus... Parce qu'il y a quelque chose là, c'est... Ben non, justement, on a toujours demandé ça, hein. Bon, avec toutes les méthodes différentes que j'ai faites, hein. Qu'est-ce que vous avez fait comme méthode des thérapies comportementales? Cognitives, oui. Voilà. Alors, moi, j'en ai fait pendant 6 ans. Oui. Mais bon, j'ai vu un tas de personnes autrement, des sophrologues, j'ai fait un petit peu d'hypnose. J'ai fait énormément de choses, hein. J'ai fait de la kinésiologie, du shiatsu, enfin bon, tout. Ouais. J'ai tout essayé. Alors bon, on a fait des rapprochements, bien sûr, avec mon enfance, hein, puisque souvent on dit que ça vient, il y a quelque chose là. J'ai un blocage sûrement quelque part. Mais oui, voilà. mais quel rapprochement? Parce que justement, vous me dites que vous avez fait des rapprochements, mais alors de quel ordre? Parce que au fond, faire des rapprochements. Qu'est-ce que vous avez un peu avec la mort, puisqu'on dit que la poussière. Enfin bon, on est poussière. On est poussière, on redeviendra poussière. Voilà.
Bon, alors il y a peut-être un petit peu ce rapprochement-là qu'on a fait à la mort, parce que j'ai eu beaucoup de décès dans ma famille pendant mon adolescence. Mm. Je suis née après deux frères et sœurs qui sont morts donc avant moi. Oui. Voilà. Qui sont morts, ils étaient bébés ou Oui. Ben, ils sont morts nés ou Non, une 8 jours et l'autre presque 2 ans. Et donc moi j'ai suivi quoi. Alors bon, peut-être par rapport à ma maman, voilà. Donc il y a ça et puis bon les personnes que j'ai perdues aussi pendant mon adolescence. Il y a eu beaucoup de décès pendant votre Oui, adolescence. j'en ai eu 6 décès en 8 ans. C'est énorme. Oui, mais qui étaient ces personnes? Grand-mère, grand-père, un beau-frère, le père, un frère, un oncle. Il y a eu beaucoup de morts autour de vous. Hein? Oui. Et c'était donc pendant la période de mes 16 à 24 ans, quoi. Voilà. Bon, c'est sûr, j'ai mal vécu aussi le premier décès, donc c'était celui de ma grand-mère. J'ai vraiment mal vécu ça, quoi. Oui. Et à ce moment-là, j'en ai parlé à personne, quoi. Disons, là, j'ai pas vu un psy. Ça se faisait pas à l'époque. Hein. Oui, bien sûr. Ça ne se faisait pas. C'était en 1963, ça. Alors, voilà, mais dans toutes ces thérapies, vous savez, quand on essaie tout, parfois multiplier aussi toutes ces thérapies, parfois ça, les effets s'annulent. Hein, alors je ne sais pas si vous les avez fait un peu en même temps ou en des temps différents. Non, pas tout en même temps. Hein. Non, pas en même temps. Parce que ce qui marche assez bien par rapport aux troubles comme ça, obsessionnels, compulsifs, c'est quand même, on voit les thérapies comportementales. Oui. Ça marche, on obtient de bons résultats. Mais c'est vrai qu'en cas de crise, on associe souvent un traitement quand même. Hein. Ah, moi j'en ai un traitement. Oui, je me soigne. Hein. Ça fait 20 ans que je prends. Ah oui, c'est beaucoup, 20 ans. Oui. Vous prenez un traitement d'antidépresseur depuis 20 ans? Oui. Mais j'ai essayé d'arrêter, mais il a fallu que je reprenne. Et j'ai vu des spécialistes, on m'a dit, écoutez, vous pouvez en prendre jusque... Oui, non, mais c'est vrai que c'est pas... mais ça aide, mais... Bien sûr, non, mais c'est pas... c'est-à-dire qu'on peut peut-être, est-ce qu'on peut diminuer les doses, essayer d'arrêter? Est-ce que vous l'avez arrêté à certains moments où vous étiez arrêté, mieux? Mais j'ai été obligée de reprendre. De reprendre, parce que vous étiez mal, les crises survenaient, revenaient. Voilà. Mais entre-temps, j'ai pris autre chose. J'ai pris, vous voyez, des remèdes un peu plus naturels. Vous avez, testé d'autres méthodes, plus travaillé sur... C'est là où vous avez fait peut-être de la sophrologie, des choses comme ça. Tout ça, Peut-être qu'il faudrait quelque chose un peu plus en profondeur, sur travailler un peu votre histoire, parce que c'est un peu dommage d'être l'objet de la proie de médicaments, de travailler un peu votre histoire autour de il y a quelque chose quand même autour de toutes ces morts qui vous ont environné, qui ont jalonné votre parcours et qui, à mon avis, vous sont là et vous habitent un peu comme des fantômes, présence comme ça fantomatique, qui vous oppressent. Surtout que ça, vous voyez, après ça me coupe la joie de vivre. Voilà. Après, Oui, et comment? Je me replie sur moi-même, et c'est la tristesse, et voilà, j'ai plus envie de... Et oui, mais c'est ça, c'est qu'il y a... vous l'associez à quelque chose, c'est-à-dire, vous dites, poussière, on redevient poussière, vous associez à la mort, à ces morts, c'est compliqué de venir déjà après être à la... Oui. On parle parfois d'enfants de remplacement, parce que quand il y a eu des morts d'enfants avant vous,
le parent est dans un état psychologique très particulier, dans un état dépressif. Hein. Bien que oui, mais il y en a eu beaucoup quand même avant, hein, puisque nous étions une famille de 11 enfants. Hein. Donc, Oui, voilà. mais pour autant, un enfant ne remplace pas l'autre. Non. Oui, mais je veux dire par là que bon, je suis arrivée, je pense que bon, c'était comme ça, quoi. Oui, bon, vous dans le n'étiez temps, pas là pour remplacer, non, je pense vous n'avez pas parce été que- fait pour remplacer, mais je pense il y avait de la mort avant vous. Oui, mais oui. Et même si dans ces familles, comme vous dites, nombreuses et où ce n'était pas effectivement comme aujourd'hui où les enfants sont très désirés, attendus, souhaités, donc Voilà. la mort d'un enfant dans nos sociétés occidentales est devenue quelque chose, un événement absolument insoutenable, insupportable, parce qu'il y a peu d'enfants et extrêmement désirés et attendus. C'est quelque chose qu'on ne peut plus supporter. Ce qui ne veut pas dire que d'ailleurs, sur les autres continents, la mort d'un enfant est quelque chose qui est plus banalisé. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a beaucoup d'enfants, c'est quelque chose qui est forcément mieux accepté. Simplement, il y a plus, on dit c'est le destin. Alors que nous, on ne dit pas ça, c'est le destin. On ne se résigne pas face à la mort d'un enfant. Donc, après, tout dépend de l'histoire de chacun. Et c'est pas parce que vos parents, votre mère a eu beaucoup d'enfants, que pour autant, elle n'était pas dans un état particulier. Oui. Je ne sais pas, je ne connais pas votre histoire. Oui, bien sûr. En tout cas, il y a eu, au moment de votre adolescence, beaucoup de morts autour de vous. Et aujourd'hui, vous pourriez avoir des tocs sans être dans un état de tristesse. Or, il y a cet état de tristesse, me dites-vous. Oui. Hein, c'est Oui. plus que de l'angoisse, au fond, il y a de la tristesse. Donc, cette tristesse, ça serait quand même un peu à travailler. Qu'est-ce que c'est que cette tristesse ? Alors, je comprends que la thérapie, vous me dites, j'en ai fait plein, mais on ne peut pas tout mettre au même niveau. C'est-à-dire qu'il y a la thérapie, il y a la thérapie effectivement comportementale qui, sur les TOC, les phobies, obtient de bons résultats, mais où on s'attaque aux symptômes sans en rechercher l'origine, puisqu'on cherche la disparition du symptôme. Et pour vous, le symptôme est toujours là. Il y a effectivement la sophrologie qui vise plutôt à obtenir un état un peu de relaxation, de détente, d'apprendre un peu à travailler, enfin à obtenir un état un peu de détente. Mais finalement, reparler un peu de votre histoire. Je ne dis pas que ça va soulager, enlever cette tristesse, mais peut-être un peu aller plus avant. Oui, alors il faudrait voir quel type de personne, vers quel... Parce que plus profond, c'est-à-dire, parce que moi, tout ce que j'ai déjà fait, je vois pas... Mais plus profond, je vous dis finalement, Denis, c'est-à-dire la thérapie comportementale, elle s'attaque aux symptômes. En l'occurrence, vous, ce sont les troubles obsessionnels compulsifs, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous empêcher comme ça d'avoir des rituels alors il y en a, c'est de vérification, vérifier que la porte est bien fermée, que la lumière est bien éteinte, que le four est bien éteint, que des tas de rituels comme ça, tout en sachant que c'est pas rationnel, hein, et vous avez des rituels comme ça un peu pour lutter contre une angoisse interne. Oui. Mais la thérapie comportementale ne prend pas en compte, et c'est dit clairement, hein, c'est-à-dire aux causes, à l'origine des symptômes. C'est-à-dire qu'elle prend le symptôme, elle tend, sa visée, c'est de le faire disparaître, c'est-à-dire d'aller à la guérison, sans chercher l'origine. Les thérapies dites analytiques, elles s'attaquent plutôt à l'origine du trouble, du symptôme.
partant du fait que le symptôme, c'est l'expression d'un conflit. Voilà. Et que finalement, si on ne prend pas en compte l'origine, comme l'inconscient, c'est souvent l'origine d'un conflit et que l'inconscient est derrière tout ça et que l'inconscient se manifeste à travers nos rêves, nos lapsus et nos symptômes physiques ou psychiques. Ce sont ces moyens d'expression favoris. Si on ne va pas à l'origine du problème, le symptôme, en l'occurrence, il peut disparaître, oui, mais se déplacer, c'est-à-dire réapparaître sous une autre forme. Ah bon? Oui. Vous pouvez, même d'un point de vue somatique, d'un point de vue physique, vous pouvez voir réapparaître un symptôme qui sous une autre forme. Alors, la thérapie analytique, c'est pas non plus la panacée, hein. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Parce que ça, j'ai jamais fait, moi. Mais c'est ce que je vous dis. Analytique, oui, j'ai jamais fait ça. C'est ça. Donc, je pense que, étant donné, si vous voulez, c'est prendre en considération de façon plus générale, plus globale, votre histoire, et pas seulement ce qui vous amène à consulter, c'est-à-dire votre symptôme. Et ce que vous avez commencé à faire quand vous dites oui, on a bien vu finalement à travers mon symptôme, cette obsession de la poussière, il y a une angoisse de mort. Eh bien, en thérapie analytique, vous l'approfondiriez. Ah oui, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière cette angoisse et au fond de parler de votre histoire? Je pense donc plus, peut-être, essayez, puisque ça, vous ne l'avez pas essayé. Je ne vous dis pas, il n'y a pas une garantie, c'est pas magique, c'est pas. Il y a des choses avec certaines personnes pour qui ça va marcher, d'autres non. Hein. Mais bon, il y a des choses peut-être à élaborer de ce côté-là, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière cette angoisse de mort finalement. Oui, autrement, pas grand-chose à faire autrement, quoi. C'est-à-dire que vous savez aussi en même temps, Denise, qu'il y a des périodes de crise, hein, et puis que ça s'atténue. Donc autrement, si vous pouvez toujours voir votre médecin qui vous prescrit le traitement, et il peut dans ces périodes-là augmenter un petit peu, hein, ce qu'il fait. Si c'est ponctuel, il vous le fait un petit peu. Du coup, l'angoisse va diminuer et donc vous aurez moins ces rituels, vous serez moins fatigué à être comme ça dans le contrôle. Ça redescendra. Hein, ça fait des années que vous êtes dans ces rituels. Oui. Donc, il vous augmentera un petit peu les doses de votre traitement, le temps que la crise s'estompe. Et voilà. Oui, mais pour moi, bon, le problème, mais bon, je sais que ces choses existent. Je sais qu'un jour ou l'autre, bon, de toute façon, j'en reverrai et tout. Hein. Voilà, donc c'est ça. Tout ça, je voudrais pas que ça existe pour moi, vous voyez. Mais c'est-à-dire que bon, ça existe et ce qui existe derrière tout ça, c'est une véritable angoisse et que derrière cette angoisse, je pense qu'il y aurait lieu de mettre des mots. Enfin, je pense que ça vaudrait la peine d'essayer. Et à ce moment-là, renseignez-vous pour trouver un thérapeute plutôt qui fait des thérapies de type analytique, psychanalyste, psychothérapeute, même en face à face, analytique, et essayez ça. Hein. Et quelqu'un, je vous dis, il faut aussi que vous ayez une relation de confiance avec lui. Hein. Ça, c'est important, et ça, vous le sentez dès les premières séances. Hein. Ah ben oui, ça, c'est la base, de toute façon, quel que soit le thérapeute. Oui. Bon courage, Denise. Bon, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez maintenant sur Europe 1. Cette émission est la vôtre. Vous pouvez nous parler de tout ce qui fait votre vie en toute liberté et sans tabou en appelant le 39 21. Vous pouvez également réagir à tout ce qui se dit à l'antenne par courriel sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 21 21 en commençant votre message par le mot nuit. Liliette revenait sur le témoignage de Denise qui avait des troubles obsessionnels compulsifs liés à la poussière. Liliette nous dit, moi aussi j'ai plein de tocs. Liliette, elle s'arrache la peau de son cuir chevelu. Il est important de consulter quand on a des tocs comme ça. Et je me dis, plus on consulte tôt, meilleur c'est pour la suite, ne pas les laisser s'installer comme ça. Parce qu'on peut soulager cela déjà par un traitement et en associant une thérapie. Alors, vous pouvez aussi prendre contact avec l'AFTOC, A-F-T-O-C, au 01 39 56 67 22. Je répète, AFTOC, A-F-T-O-C, 01 39 56 67 22. Jean-Paul dit: une thérapie analytique peut aussi permettre d'éviter les médicaments, mais c'est pas incompatible. On peut très bien faire une thérapie analytique et quand une personne souffre de TOC, associer un traitement médicamenteux parce que ça peut considérablement réduire l'angoisse. Et puis, l'imparfait du subjonctif dit, dans les racines du mal, il faut bien sûr travailler sur soi et puis surtout se méfier des multiplications de thérapies ainsi que des pseudo-psychothérapies. Quelqu'un me dit aussi, Denise n'est-elle pas bipolaire ? Ça n'a rien à voir. Les TOC ne sont pas liés souvent à la bipolarité. C'est plutôt des personnalités où il y a un peu on parle de troubles obsessionnels. Il y a quelque chose c'est obsessionnel derrière et il y a surtout une forte angoisse. Alors, on va passer un petit peu de musique et on retrouvera après Thierry. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Pas facile, je ne sais pas comment commencer à vrai dire. J'appelle parce que ça va faire 4 ans là, donc le 14 janvier. J'ai perdu mon épouse et mon fils dans un accident au Maroc. Oui. Et, donc un accident de voiture. Et donc il y avait mon autre fiston qui était avec nous, donc qui avait 4 ans, 6 ans à l'époque. Et donc voilà. Là, ça va être l'anniversaire, si on peut dire, de cette période-là. Et on a pas mal. J'ai essayé de tenir le coup pendant pas mal de temps et tout ça. Et, vous étiez tous dans la voiture ce jour-là ? Oui, c'est un accident. C'est pas nous qui conduisions quand on était en voyage. On était dans un 4x4, quoi, puis le gars a perdu le contrôle. Et puis accident tout bête, qu'il y a des tonneaux, machin, tout ça. Et puis mon épouse et mon fils qui avait 10 ans ont été éjectés. Puis nous on est tous restés à l'intérieur, bien sûr. Il y avait 3-4 autres personnes dedans, donc nous on n'a pas été éjectés, on n'a rien eu. Et j'ai des souvenirs comme ça, bien sûr, pas tout raconter, mais je veux dire, c'est vraiment mon fiston là qui est avec moi maintenant. Je l'ai sorti du véhicule et tout ça. Et puis ensuite, j'ai vu mon autre grand là qui était allongé dans le ravin. Je suis allé le sortir du ravin. Il avait la tête sur un rocher. Il était agité de soubresauts dans tous les sens et tout ça. Et puis donc je l'ai posé sur la route. Et puis après, vraiment, c'est vraiment, on fait ça sans se rendre compte. C'est complètement dément, quoi. J'avais sorti le petit, je l'avais posé sur un tapis qui était là. Et puis il pleurait, il était devant le 4x4. Je courais partout. Et puis de loin, j'ai vu mon épouse allongée. Je me suis précipité avant de réagir, de plus la voir. Sur le coup, je comprenais pas. Je voyais mon fils allongé, avec agité de soubresauts. Il avait une fracture ouverte en plus avec l'os qui sortait. C'est horrible. Je suis allé voir mon épouse. C'était un cauchemar. Quand je l'ai retourné, c'était un cauchemar. C'était C'était donc voilà. Donc après
Moi, j'ai une dame qui m'a dit occupe-toi du petit et tout ça, machin, des gens qui s'étaient arrêtés. Donc les secours sont arrivés, bien sûr. Bon, et puis après, depuis, voilà quoi, on a attendu 2 jours que le grand décède parce que bon, il a agonisé pendant 2 jours. Moi, j'ai essayé toujours de protéger le petit, de pas lui, qu'il voit le moins possible son frère, Oui, qu'il voit pas sa bien mère. sûr, machin. oui. Tout ça, j'ai essayé de faire au mieux. Je me suis débattu avec ça. Et puis ensuite, bon bah voilà, en essayant de garder toujours la moelle quoi pour le tenir à peu près en forme quoi. Et puis j'ai tenu 2 ans quoi, 2 ans bien si on peut dire. C'est-à-dire, moi j'habite en campagne, donc on est dans une baraque, on avait retapé une ferme tous les deux, on vit en campagne. Bon, on avait ouvert des chambres d'hôtes et tout ça. Et donc un peu paumé. Bon, heureusement on a des copains aux alentours, mais bon c'est vraiment. Je suis artisan, donc en plus je travaille tout seul dans mon atelier tout le temps. Vous continuez les chambres les d'hôtes? chambres d'hôtes, non, c'est mon épouse qui tenait ça, et puis on a laissé tomber. Mais bon, on a gardé la maison, on est toujours dans la maison tous les deux avec mon fiston. Et donc, par contre, bon, c'est vrai qu'au début, mais les personnes qui me connaissent et qui se demandaient comment je faisais mon compte pour tenir, parce que moi je bosse toute la journée tout seul en plus. Donc je suis dans mon atelier, là, artisan et tout ça, et puis... bon, bah voilà, j'ai réussi à tenir. Et pendant 2 ans, le fiston, je l'ai tout de suite emmené chez le psy. D'ailleurs, c'est moi qui ai demandé un psy le jour de l'accident à l'hosto. Je leur ai demandé qui voit un psy et tout ça. Donc, j'ai essayé de faire de mon mieux, quoi. Et on a tout de suite parlé beaucoup, tous les deux, et tout. C'est vrai que j'ai jamais été très... je dirais que j'ai peut-être appris à être psychologue par la force des choses après avec lui. Mais je veux dire, au début, moi, c'était très radical. J'ai parlé avec lui très, très honnêtement. Je veux dire, quand on est rentré dans le véhicule de secours, je lui ai dit, bah tu vois, bon, il y avait son frère qui était là. J'ai essayé d'éviter qu'il le voie, mais bon, il l'a quand même vu parce qu'il est passé devant lui et tout ça. Et je lui ai dit, on était tous les deux là, on était complètement hébétés. Et puis même à l'hôpital, j'ai dit, tu sais, maintenant il va falloir s'habituer, on va être tous les deux parce que voilà, je savais que son frère allait pas s'en sortir. Moi, je le savais pertinemment, mais j'avais pas envie, quoi. J'ai même dit au docteur, le sortez pas de là. On voyait que sinon, le pauvre môme, il serait resté. Enfin bon, c'est même pas la peine d'y penser, quoi. Et j'ai dit au fiston, j'ai dit, bah voilà, maintenant, papa et puis toi, on n'est plus que tous les deux, donc il va falloir s'accrocher maintenant. Et voilà, donc... et puis le matin du 2e jour, quand ils sont venus me chercher, enfin c'était dans la nuit d'ailleurs, pour me dire que le grand était décédé, donc moi je suis descendu le voir et tout ça, donc c'était assez difficile. Là, j'avoue que là, c'était un peu hard, quoi. Et par contre, le petit, là, il m'a demandé, ça, je me rappelle, il m'a demandé de voir son frère. Moi, je lui ai dit, c'est pas possible, tu peux pas voir ton frère, tout ça. Donc, ça, j'ai jamais voulu qu'il le voie sur son lit de mort. Et puis bon, c'est vrai que c'est des choses qui, bon, bah voilà, après on en a reparlé, machin. Puis là, c'est vrai qu'il y a quelques temps, il y a 1 an à peu près, on avait une discussion assez forte avec ça, parce que là, comme il commençait à grandir, maintenant il a 10 ans, donc parler de choses vraiment sérieuses et tout. Et je crois que les 2 choses qu'il m'a reproché, c'est de ne pas avoir vu sa mère et son frère. Et ça, quand il m'a dit ça, il y a 1 an et demi, ça m'avait mis une claque dans la figure, mais quelque chose de... Je lui ai dit... Pas les avoir vus, comment? Parce que déjà, de ne pas avoir vu sa maman, il m'a dit qu'il aurait voulu la voir, mais il ne comprenait pas. Je lui ai dit, mais je ne pouvais pas te l'amener sur le lieu de l'accident. Quand ils étaient décédés? Il voulait la voir morte, ou voilà, voir l'accident. Mais il était là au moment de l'accident? La dernière fois. Ah oui, il était là, oui, parce qu'il était dans la voiture. Oui, c'est ce qui est paradoxal, puisqu'il a vu l'accident. Mon épouse, il l'a vu, mais je pense qu'il était tout petit, il ne se rappelle plus trop, elle avait été éjectée un peu loin. C'est peut-être ce qu'il fallait lui dire, qu'il l'a vu, mais qu'il s'en souvient plus très bien. Je lui ai dit tout ça, d'ailleurs, il m'avait demandé pourquoi tu avais plein de sang sur ton pantalon, tout ça, je lui ai expliqué tout. J'ai toujours parlé avec lui, il n'y a pas eu de... J'ai jamais rien caché, quoi que ce soit, quand je veux dire, c'est vraiment... mais c'est vrai qu'il m'avait reproché ça, c'était de ne pas avoir vu son frère sur son lit de mort. Et j'avoue que j'ai... Il vous en a parlé il y a 2 ans? Il y a 1 an et demi qu'il y a eu cette discussion-là. Et puis, oui, mais... on en parle comme ça. Voilà. Oui, mais en même temps, il avait 6 ans au moment où ça s'est passé. Puis je dis, tu sais, il y a des choses, bon, bah, voilà, quand on est comme ça, hop, il nous arrive quelque chose à laquelle on ne s'attend pas, on réagit. Moi, j'ai voulu te protéger au maximum. Je me disais que c'était pas des choses pour toi, que ça t'apporterait rien.
Et voilà, donc moi j'étais tout seul à décider, et j'ai dit, à la rigueur, je lui ai dit peut-être que maintenant, avec la réflexion, avec le temps, peut-être que je te dirais, bon bah d'accord, viens voir ton frère sur son lit de mort et tout ça, mais là sur le coup, Tout s'est passé tellement vite et dans un pays étranger, et après, dans une telle brutalité. Peut-être, est-ce que vous allez avec lui sur leur tombe? En fait, ils ont été incinérés et moi j'ai mis les cendres dans le jardin, donc enfin un endroit bien précis. Et puis il sait où c'est, il me l'a demandé. Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, parce que bon, ça par contre il me demandait pas. Et puis un jour comme ça, il y a quelques mois là, on en a parlé. Et puis il m'a dit, mais où est-ce qu'ils sont, tout ça. Donc je lui ai fait voir, on est allé. Je lui ai montré, voilà. Puis j'ai senti, voilà, ça l'a touché, ça lui a fait drôle. Mais bon, il est jamais retourné particulièrement tout seul comme ça. Mais bon, il sait qu'ils sont là. Bon, voilà, il sait que s'il veut y aller, il peut y aller, quoi. C'est pas un souci, quoi. Il y a quelque chose à cet emplacement? Oui, c'est près d'un endroit où il y a 3 arbres. Et puis bon, j'ai mis des bruyères, tout ça. Donc bon, il sait qu'ils sont là. Bon, peut-être planter symboliquement j'ai mis des un petites arbre. bruyères à cet endroit-là. Peut-être planter quelque chose avec lui symboliquement. Un arbre, justement, quelque chose. Symboliquement, ça peut être important. Un arbre ou deux. Enfin, je veux dire, si vous plantez quelque chose pour sa maman et pour son frère. Parce que c'est dur pour un enfant. On en parlait avec le témoignage de Denise, où les talks dont elle parlait auparavant, son obsession des poussières qu'elle reliait à la mort. Et donc, pour un enfant, finalement, la disparition, la mort, il est à un âge aussi, 10 ans, où là, ça devient très concret. C'est-à-dire là où il intègre vraiment ce que c'est. Oui, mais il faut beaucoup de temps pour intégrer finalement ce que c'est le caractère irréversible de la mort. Et il y a des rituels. Alors, il y a des rituels comme ceux qu'on évoquait avec Denise qui nous enlèvent comme ça, toute notre énergie passe dans ces rituels et de façon complètement stérile. Et puis, il y a des rituels, au contraire, qui nous aident à aller mieux, qui nous aident à faire que, malgré tout, la vie continue malgré tout, qu'on puisse continuer à grandir. Et c'est vrai que symboliquement, le fait de planter quelque chose, un arbre, il y a des arbres aussi comme ça très très symboliques, qui peuvent, ça peut donner du sens à un enfant. Ouais, peut-être. Oui, pourquoi pas, il y a de la place ensemble, vous voyez, quelque chose qui peuvent être, enfin, je sais pas, il y a les cerisiers du Japon, il y a des jolis arbres comme ça qui sont très porteurs de sens et qui peuvent, ça peut être, vous seriez tous les deux associés. Parce que c'est vrai qu'il me demande aussi, bon, il a des photos de sa maman, mais étrangement, pas tant que ça. Il m'en a demandé une fois, bon, qu'il a mis sur son étagère. Puis là, d'ailleurs, depuis quelques temps, il l'a remise dans son bureau, mais avant, elle était au-dessus de son lit. Et puis, voilà, bon, c'est vrai qu'on en parle souvent, puis de son frère et tout. Et puis là, c'est vrai, comme c'est là, il m'en reparlait en sortant de l'école tout à l'heure, justement, et je lui demande régulièrement, alors c'était la journée, parce que bon, il y a des moments ça va pas, et tout ça. Et puis, là, en ce moment, mais les périodes de fête, c'est toujours un peu lourd pour nous, quoi. Et puis, comme en plus, l'accident a eu lieu très peu de temps après, donc c'est vrai que Hélène me disait aujourd'hui, ça va pas bien et tout, machin. Et puis, elle me dit, oui, ça va être l'anniversaire. Il me dit en rigolant, il me dit, ça se fête, hein. Je dis, ouais. Donc voilà, bon, c'est comme ça. Des fois, on arrive à parler de ça de cette manière-là, avec un peu de dérision parfois, ce qui nous arrange aussi quand même. Et puis voilà, donc... Je reçois un message du subversif qui dit: est-ce que vous souffrez de rêves récurrents, de rêves Alors moi, parce qu'il ajoute l'enfant, mais souvent le parent face à lui-même, ce qui est très juste. Non, et quand on voit c'est un traumatisme aussi grand, vous revenez sur
l'accident qui est, bien sûr, ces images terribles qui sont ancrées en vous. Parce que là aussi, vous avez vu, vous dites tout de suite, votre fils a vu un psychologue, mais vous, avez-vous pu parler Moi, j'ai mis 2 ans avant d'aller voir. Les 2 premières années, j'ai tenu le coup, mais vraiment, je dis, les copains me demandaient comment je faisais tout seul dans mon coin, là. Et c'est vrai qu'on a tout de suite, moi, je suis rentré à la maison. Au bout d'une semaine, on est arrivé là. Dans le mois qui suivait, j'ai refait de la déco dans la baraque et tout ça. J'ai été à fond là-dedans. On est beaucoup sortis avec mon fiston. On a fait plein de choses. On n'arrête pas. On continue d'ailleurs. Des concerts, des machins, des trucs. Enfin, plein d'activités. Je me suis un peu noyé là-dedans avec lui. Mais bon, ça nous a aussi permis de tenir le coup. Donc, on était très, très actifs. On faisait plein de choses ensemble. Et donc, ça a tenu pendant 2 ans. Mais je me suis pas économisé. Et puis, au bout de 2 ans, j'ai eu un petit peu... Lui, il allait régulièrement chez le psy. Au début, il y allait tous les 15 jours. Après, ça s'est échelonné tous les mois. Bon. Et puis là, il a décidé de plus y aller depuis quoi 2-3 mois. Il m'a dit non, j'en ai marre, je ne veux plus y aller. Bon, le monsieur lui a dit c'est peut-être t'as un moment comme ça, peut-être que tu y reviendras. Bon, il a décidé que pour lui c'était possible parce que bon, il a quand même pas mal évolué là-dedans. Il y a quand même plein de choses qui ont avancé. Et donc moi, au bout de 2 ans, j'ai eu vraiment un truc qui m'est arrivé. J'avais je fais des malaises vagos, vous savez, mais comme ça, des trucs, ça m'est tombé dessus. Alors, vraiment, un truc épouvantable. Et puis, en pleine nuit, tout d'un coup, je ne pouvais plus me lever de mon lit, je tombais par terre tellement j'avais des vertiges et tout ça. Et alors, j'ai eu les jetons, parce que j'étais tout seul dans la maison, là, avec mon fiston au-dessus, la panique et tout. Et je fais des examens, j'ai même demandé à tout prix qu'il me fasse un scanner, parce que j'avais vraiment peur. Je me disais, ça y est, ça m'a déclenché un machin. Et bon, et puis en fait, le docteur m'a dit, non, vraiment, je suis tombé sur un docteur qui était quand même assez ouvert, qui discutait un peu, qui m'a compris un peu. Et puis, il m'a dit, il y a très peu de chances que ce soit ça. Il m'a dit, je vais vous le faire quand même, mais bon. Et puis en fait, c'était vraiment lié à toute cette accumulation de fatigue, d'angoisse et tout qui venait. Et donc pendant 1 an et demi, j'ai décidé d'aller voir un psy parce que j'estimais que le moment était peut-être venu pour moi de faire quelque chose, pas simplement de se cantonner à discuter un peu avec 2-3 copains qui m'écoutaient souvent et tout ça, mais bon, ça suffisait peut-être pas. Et donc en allant voir cette psy, là, c'est vrai que elle a réussi à me faire comprendre des choses. En plus, après, il y a eu 2-3 autres choses qui sont rentrées en ligne de compte, qui m'ont fait peut-être un peu, qui m'ont chamboulé. Donc, et puis... là, j'ai décidé d'arrêter là, juste avant la nouvelle année. Là, j'ai dit à la psy, écoutez, moi là, j'ai décidé que là, j'en ai marre. Je veux me remonter. Je veux reprendre le dessus parce que ça va quoi. Il faut quand même que la vie continue. Donc, je dis là, je suis prêt à arrêter. Alors qu'à chaque fois, quand je disais ça, elle me disait non, on se revoit. Là, elle m'a dit écoutez, votre discours me semble un peu plus, vous avez l'air un peu plus d'attaque et je dis essayons, si on prend plus de rendez-vous pour l'instant, si vraiment ça va pas vous me rappeler, mais voilà, donc là j'ai décidé d'arrêter pour entre guillemets la nouvelle année. Pour moi c'est une sorte de grande résolution de 2011 et puis voilà quoi, de m'accrocher. Et puis bon, je dis pas que c'est facile, hein. Là en ce moment, au jour d'aujourd'hui, c'est pas simple puisque j'ai dit le 14 janvier arrive. Il y a cette de toute manière, le 14 janvier, je vais en vivre pas mal, hein. Enfin je me le souhaite et ça sera toujours bien sûr. Et puis voilà quoi. Donc après je vis avec. C'est vrai que ce qui est difficile, c'est de se dire que on vit avec un truc qu'on pourra jamais ingurgiter. C'est un truc que je pourrai jamais l'accepter. Ça me reste en travers de la gorge. Dernièrement, je disais à des potes ce qui est très très très, enfin à des potes, non, avec 2-3 personnes à qui j'en parle. Mais ce qui est très très dur, c'est de voir les copains de mon fils mort, quoi. Donc ses copains, donc, qui normalement lui il aurait leur âge, quoi. Et quand je les vois comme ça passer à la maison et tout ça, ça j'avoue que ça me fout une grande claque. C'est vraiment ça, c'est costaud parce que de voir les autres grandir et puis de savoir que lui ça s'est arrêté, ça c'est pas facile. Mais bon, après voilà quoi, après on fait à tout, hein, donc, de toute manière. Et puis bon, le petit, enfin maintenant le petit qui a 10 ans, il m'a pas mal. Il est là, lui. Il m'a donné pas mal d'énergie. Au début, c'est moi qui lui ai donné tout ce qu'il y avait pour qu'il tienne le choc aussi, parce que pendant 1 an, il a dormi avec moi parce qu'il voulait plus redormir dans la chambre, parce que c'était la chambre qu'il partageait avec son frère. Et oui, c'est ça. Donc ce vide était terrible.
pendant 1 an, il dormait avec moi. Et puis, j'ai été content de voir l'évolution. Après, il a commencé à bien vouloir aller rejouer dans la chambre tout seul. Oui. Et puis ensuite, un jour, j'ai dit, bon, bah là, faut que tu arrêtes de dormir avec moi. Bon, c'est parce que je lui ai dit, est-ce que c'est pas normal? Bon, voilà, ça fait 1 an, donc il a bien voulu essayer. Puis, tac, ça s'est fait. Il a dormi dans sa chambre. Et puis, moi, j'étais content de voir ces évolutions qui se faisaient. Donc, je montais le voir dans sa piole. Je prenais des photos de lui quand il dormait. Enfin, j'étais complètement... Et par contre, je suis complètement... flippé, quoi. Il faut vraiment que j'arrête un petit peu, c'est que j'ai toujours peur qu'il lui arrive un truc et tout. Là, ça se calme un peu, mais il y a quelques temps encore, mais j'ai toujours les jetons. Oui, c'est inévitable. Je le laisse faire ce qu'il veut, mais des fois, je vis mal. Oui, c'est inévitable. Comme lui doit avoir peur, pour vous, d'ailleurs, au Thierry, début, même s'il n'en parle pas. De partir livrer, de temps en temps, je prends ma voiture et je pars livrer à Paris, tout ça, et je pars tôt le matin et tout. Et au début, il aimait pas ça, donc il était obligé de dormir chez des copains la veille, parce que je pars très tôt. Et il avait du mal, quoi. Mais vraiment, c'était très très dur pour lui. Maintenant, il accepte c'est moins difficile quand même. Il a quand même, lui aussi, il a vachement évolué, il a quand même bien avancé dans ce truc-là. Mais c'est vrai que c'est difficile. Bon, et puis, mais bon. Mais c'est la vie qui s'éteint d'un côté, et puis en même temps la vie qui continue, la vie que vous transmettez là avec votre fils, et en même temps vous entretenez le souvenir, parce que votre femme et votre fils resteront à jamais dans vos cœurs, tous les deux. Et puis bon, finalement il y a la tendresse qui vous unit à votre fils, et qui vous aide aussi ça prend le pas aussi quand même sur la tristesse, ça vous aide dans votre vie, heureusement. Oui, c'est sûr, en plus le psy me l'avait dit dès le début, mais bon, je m'en suis aperçu rapidement, c'est que on a créé des liens. Bon, avant on était très 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 liés, je veux dire, on était vachement soudés. Bon, mon épouse, c'était quand même une personne avec qui je m'entendais super bien. Ça faisait 16 ans qu'on était ensemble. Enfin, voilà, quoi. Oui, on avait un projet ensemble de vie commune. On avait déménagé, on était venus vivre à la campagne. On avait fait un truc vachement sympa et tout. Donc, on était plein d'allants. Et puis, avec nos mômes, c'était bien et tout ça. Donc, moi, ça m'arrivait des fois de partir tout seul avec eux, tout ça. Donc, bon, j'étais quand même, assez impliqué. Il n'y avait pas de problème. Je me suis retrouvé tout seul. Bon, pour tout ce qui est des trucs pratiques, c'est bête à dire, mais je veux dire, j'étais pas paumé, quoi. Donc voilà, j'ai pris ça tout de suite à bras le corps. Et par contre, on a recréé des liens avec mon fils qui sont il y a une symbiose, c'est presque c'est presque un couple. C'est vrai que ça a été vachement fort. On s'est tellement resserrés tous les deux que c'est vrai que c'est un peu difficile pour si une autre personne qui arrive, que c'est un peu difficile, quoi. Écoutez, je pense que vous verrez, pas forcément. Ça sera peut-être plus simple que vous ne le pensez, parce que pour l'un comme pour l'autre, c'est peut-être cette autre personne, cette femme aura peur de prendre sa place, mais on a perdu. Oui, je sentais que le téléphone de Thierry battait de l'aile depuis un petit moment. C'est dommage, parce que il abordait un pan de son histoire. On va essayer de le rappeler, mais il abordait un moment de sa relation, de son histoire, peut-être de son avenir importante, sur la possibilité d'une rencontre, d'une histoire possible avec une femme. On peut comprendre ses peurs sur est-ce que cette femme pourrait se glisser, trouver sa place dans ce lien si fort qui l'unit aujourd'hui à son fils. Je pense que c'est vraiment la meilleure chose qui pourrait leur arriver à tous les deux. Parce que Thierry nous parlait de couple à l'instant, et justement je crois que pour l'un comme pour l'autre, on voit bien qu'ils sont, malgré ce terrible drame qui leur est arrivé, ils sont en train de cicatriser peu à peu les blessures, et de laisser de nouveau la vie s'immiscer comme ça en eux.
Donc la vie, c'est aussi faire confiance, l'espoir et laisser la nouveauté. Donc la nouveauté, ça peut être la rencontre. Et pour ce petit garçon, évidemment, cette femme ne remplacera jamais sa maman parce que elle n'a pas joué ce rôle-là. Mais le fait qu'il y ait auprès de lui une présence, et on peut souhaiter qu'elle soit la plus maternelle possible, et auprès de son père, une présence féminine, une compagne pour Thierry qui a l'air plein d'amour et plein de tendresse. On ne peut que leur souhaiter cela à tous les deux. En tout cas, il y a beaucoup de messages qui arrivent pour Thierry. Il y a Lali qui dit vraiment quel courage. Je suis très émue en vous écoutant. Cathy qui dit vous avez été sûrement très heureux tous les quatre pour avoir aujourd'hui un tel courage. Il y a First Lisa qui dit ce monsieur est vraiment très émouvant et je lui souhaite beaucoup de bonheur dans le futur. Et puis Petit Funambule qui dit je suis très touchée par le témoignage de Thierry et la force de ses paroles. J'ai vécu la perte de mon frère et de mon père pendant la période des fêtes et malgré le temps c'est toujours aussi difficile, mais en effet la vie continue. Courage, mais vous en avez tellement déjà. Tony qui dit voyez du monde, entourez-vous, je compatis, courage à vous. Et puis Sergio dit très émouvant ce papa, que dire, on ne peut que compatir. Prune qui dit vous êtes un père remarquable, courage à vous. Et puis il y a également Osiris justement qui dit qu'en est-il de votre vie sentimentale, y avez-vous songé peut-être dans l'avenir? Il y a Jean-Paul qui dit bravo pour votre courage et l'attention que vous portez à votre fils. Eridan qui dit tenez bon, vous devez être le support de votre fils comme il doit être le vôtre. Oui, mais attention justement que ça fonctionne pas trop dans le sens d'un couple. Et puis Coquillette de Lyon qui dit un très beau message d'humanité et de sincérité, et un autre message qui dit je sens le courage d'un guerrier dans votre voix, vous êtes si fort, beaucoup de personnes auraient coulé. Et puis Nathalie qui dit j'écoute votre émission depuis peu de temps et certains témoignages tels que celui de Thierry sont poignants. On va passer un petit peu de musique et après nous accueillerons Catherine. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21, 34 centimes la minute. Apparemment Thierry n'avait plus de batterie sur son portable. Il y a Brigitte qui dit il y a des groupes de parole pour les parents d'enfants disparus. Peut-être cela pourrait-il aider un peu. Il y a Corinne aussi qui dit belle leçon de vie, la vie qui continue. Bon courage à vous deux. Et on va accueillir maintenant Solange. Bonsoir Solange. Solange, vous êtes avec nous? Allô? Oui, bonsoir Solange. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis intervenue sur votre antenne pour des personnes auparavant, une ou deux fois. Oui. Vous aviez eu la gentillesse de prendre mon appel. Et là, cette fois, je souhaiterais prendre un peu soin de moi, en ce sens que c'est pour mon propre problème d'inceste qui m'enferme toujours. Or, le temps a passé, j'ai 67 ans et j'aimerais, comme j'expliquais à Quentin tout à l'heure, j'aimerais arriver à faire la paix avec moi-même parce que ça me poursuit depuis tellement de temps. J'entendais une dame à propos des TOC tout à l'heure qui parlait des médicaments qu'elle prenait depuis une vingtaine d'années. Moi, depuis une trentaine d'années, je suis sous anxiolytique. Et chaque fois que j'ai un petit malaise, on me dit « Oh, bah ça, c'est l'anxiété ». Donc, pour moi, il me semble qu'il y a un malaise beaucoup plus profond, cette anxiété de surface. Et ce que je remets à jour à l'heure actuelle, c'est la notion de pardon. Lorsqu'on a subi l'inceste très tôt,
et que il s'agissait de mon beau-père, et que ma mère est dans le déni, a été dans le déni tout de suite lorsque ça a été connu, parce que moi j'ai gardé le silence un certain nombre d'années, et pour la famille, j'allais dire une 50aine d'années. Donc on s'était tellement habitué à ce que je sois sage et tranquille, des études qui posent pas de problème, pas fugueuses, etc., que finalement je suis devenue un peu transparente. Et mon problème, c'est que ce silence m'a enfermée. Et lorsque j'ai révélé ceci à mes 2 garçons, il y a une dizaine d'années à peu près, parce que j'estimais qu'ils étaient en âge de pouvoir l'entendre, ils ont encaissé le coup, entre guillemets. Et puis, j'ai l'impression qu'au fil du temps, ils ont de la difficulté à m'intégrer à leur famille, à leur propre famille, l'un et l'autre, par rapport à leur femme, qui finalement, enfin, ce que je ressens, c'est qu'elle, je suis pas la mieux, comment dire, je ne suis pas accueillie à bras ouverts, dans la mesure où même si ils veulent être gentils, ils craignent toujours, je pense, de ma part, un débordement verbal comme ça qui les mettrait mal à l'aise par rapport à leurs propres enfants. Et du coup, quand je fais le bilan de tout ça, de ma vie, j'aurais aimé être professeur. J'ai pas pu le faire. Je me suis mise à travailler très vite pour sortir du milieu familial. Et quand je fais ce bilan, pour moi, il est négatif. Et j'ai une dévalorisation si importante de moi qu'un plus jeune de mes fils, là, cet après-midi, m'a dit « Maman, tu devrais refaire ta vie. Essaye de tourner la page. » Je n'arrive pas à sortir de cet engrenage-là. Alors, certes, j'ai voulu reconstruire une famille en ayant des enfants, et ça, c'est le plus beau cadeau qui me soit arrivé dans la vie. En même temps, avec tout ce que ça comporte, et j'ai lu un livre de Serge Tisseron sur les secrets. Oui. J'ai lu également Boris Cyrulnik sur la résilience. Et je me dis que, pour le secret, est-ce que j'ai bien fait de parler ? Je n'en suis pas si sûre que ça, parce que mon ex-mari s'en est servi auprès de mes enfants pour justifier le divorce, j'allais dire, de son côté. Et puis, deuxièmement, quand au livre sur la résilience, Boris Cyrulnik parle de la résilience sur dans plusieurs de ses livres, pardon. Mais entre autres, j'entendais hier le témoignage de Julien, qui était effectivement qui m'a bouleversée aussi, parce qu'il est très jeune, il a tout à faire devant lui, tout à construire. Et je me dis que c'est comment fait-on, et moi j'avoue que j'ai pas trouvé la solution, malgré 4 ans de consultation auprès d'un psychologue, la solution pour trouver la paix en moi et par là même être acceptée au mieux que je ne le suis actuellement, pas être dans l'isolement où je suis, parce que ça peut être un cercle vicieux. Donc mon problème actuel, pour être plus concrète, c'est de temps en temps on parle de pardon. Oui, mais il faut pardonner. Si tu veux être en paix avec toi-même, il faut pardonner. Mais Caroline, pouvez-vous me dire comment est-ce qu'on peut pardonner si nous sommes les victimes? Dans quelle orientation je dois Oui, mais je suis d'accord avec vous que c'est très souvent ceux qui parlent de pardon, alors soit
ne sont pas directement concernées, ne sont pas victimes elles-mêmes, ou alors ce sont des personnes qui ont des convictions religieuses, donc éminemment respectables derrière tout cela, et donc ça fait partie de leur convictions religieuses, de leurs croyances. Bon, mais quand on n'a pas ces croyances-là, ces convictions, c'est beaucoup plus compliqué. Quand on n'est pas victime, pardonner à quelqu'un qui ne demande pas pardon. Alors, bon, cela dit, il y a une conception, on va dire, peut-être plus, pas au-delà des convictions religieuses. Dans le pardon, quelque chose c'est avant tout de l'ordre d'une réparation, c'est-à-dire pardonner n'est pas oublier. Ça ne veut pas dire je te pardonne, je t'absous. Sachant que l'agresseur, lui est très rare, qu'il demande pardon, parce que j'ai envie de dire, d'abord, pour pardonner, il faudrait que l'agresseur demande pardon, ce qui est très rare. Il est décédé. Oui. Bon. Et puis, c'est plutôt moi, ce que j'entends derrière tout ça, c'est pouvoir trouver une relative paix, une relative sérénité. Et ce que j'entends chez vous, et ce qui est souvent très, 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 très fréquent chez les victimes d'abus sexuels, dans les situations d'inceste, comme ça, c'est une dévalorisation de soi extrêmement grande. Une estime de soi comme ça très très faible, et ce sentiment que il y a le poids du secret, le poids de la honte qui pèse. Alors à un moment, et donc parler, oui, puis après on se reproche d'avoir parlé, parce que finalement d'en avoir parlé, on se dit l'entourage, encore faut-il, j'ai parlé, mais au fond j'ai pas été bien comprise. Vous voyez, l'entourage s'éloigne un peu de moi, enfin l'entourage proche, en l'occurrence mes enfants. C'est pas qu'ils s'éloignent, mais ils tiennent quand même un peu en retrait par rapport à leurs propres enfants. Et moi, ça me ramène aussi à ma propre mère, qui avance en âge. Et plus les années passent, et là les fêtes ravivent ce genre de choses. Et on me dit, mais tu vas... Une amie proche me disait pour Noël, mais tu ne vas pas essayer de lui pardonner à ta mère, tout en sachant que mon agresseur, elle le connaissait, ils étaient amis, et elle me dit, mais c'était un obsédé sexuel. Donc visiblement elle n'a pas de doute, et en même temps elle me demande de pardonner à ma mère. Et elle me dit, tu sais, elle a beaucoup souffert. Elle a sûrement souffert de choses semblables. Alors, comment faire le lien? Moi, ça se mélange dans ma tête, tout ça. Alors, c'est une amie de votre âge qui dit ça, ou une amie de votre mère? Non, c'est une amie de ma mère. Du même âge Quand elle que dit ma mère. Elle a souffert de choses semblables, c'est-à-dire elle laissera entendre d'attouchement. Dans l'enfance? Oui. Et d'un autre côté, ma mère n'a pas rebondi sur les perches que je lui tendais. Elle en est où, votre mère, aujourd'hui, par rapport à vous? Elle est toujours dans le déni? Elle a coupé les ponts. Un jour où je l'ai appelée pour sa fête, il y a 4-5 ans, elle m'a dit non, je préfère couper les ponts, rends-moi mes clés. Elle se protège. Nous n'avons plus aucun contact. Elle se protège, oui. Elle se protège, oui, complètement. Ouais. Et moi, je vous avoue que je me protège aussi maintenant. Et je me pose des questions, le jour où elle va disparaître, comment ça va se passer? Oui, je comprends parce que c'est souvent tant que le parent est en vie, il y a toujours cette possibilité de se dire que la relation peut s'améliorer, qu'il peut y avoir à un moment une reprise de contact, une reprise du lien. Bon. Oui. Quand le décès survient, on reste vraiment là dans cette impossibilité de renouer, et dans cette culpabilité quand la relation a été mauvaise, parasitée, et c'est souvent le travail de deuil est d'autant plus compliqué, d'où la nécessité de travailler ce lien, parce qu'on peut décider
aussi de ne pas renouer le lien. Ça peut se faire, bon, mais c'est important de le travailler, pour justement ne pas être écrasé par le poids de la culpabilité. Mais de quelle façon ça se travaille vraiment en thérapie. Et vous savez, 4 ans, vous m'avez dit, ça peut vous sembler long, mais 4 ans pour un inceste, 4 ans pour 50 ans de silence, vous m'avez dit, pour ce que vous portez encore en 60 ans, en mésestime de vous, en dévalorisation, en culpabilité. Finalement, qu'est-ce que c'est 4 ans sur 50 ans de poids, de souffrance engloutie? C'est pas grand-chose, hein. Oui, mais j'avais pour dénouer tous ces nœuds, quoi. Oui, je comprends bien. Justement, j'avais l'impression que le psychologue qui me recevait, je m'en suis expliquée avec lui, j'avais l'impression de ne plus progresser, de ne pas aller... Je n'ai pas envie de me fermer les yeux, j'ai envie, au contraire, de creuser en profondeur. Pour, j'allais dire, plus tard, à la limite, protéger mes enfants, mais dire ça s'arrête à une génération. Il faut que ça s'arrête parce que, voilà, s'il est vrai que ma mère a subi certaines choses de ce type, moi, on dit qu'il faut qu'à un moment, ça soit réparé pour les enfants. Je comprends. C'est ce que je souhaite faire, puisque moi, l'imprescriptibilité n'a pas été votée, c'est resté bloqué. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? J'écris, mais ça n'est pas suffisant. Si, écrire et parler. Alors voilà, les deux, oui, et parler, vous avez raison. Mais... Écrire et parler, vous avez parlé à vos enfants ne vous rejettent, enfin c'est pas, vous n'avez pas employé le mot rejeter, mais ne vous tiennent pas forcément autant à distance que vous ne le pensez. C'est peut-être vous qui avez peur, qui vous vivez encore comme dangereuse potentiellement. Vous savez, je reçois un message du subversif qui dit souvent l'enfant comme ça abusé pense qu'il mérite son sort, le mal qu'on lui fait. C'est terrible, mais c'est pourtant tellement juste. On l'entend dans les thérapies d'enfants quand on peut les recevoir dans les peu de temps qui suivent les abus sexuels. Je parle vraiment là. Et il ajoute que vous pouvez réécrire votre regard sur vous-même en élaborant votre culpabilité, c'est-à-dire en parlant, en travaillant dessus. Et vous savez, la culpabilité, on l'arrache pas comme ça de soi-même. Donc c'est vrai que ça paraît long, mais qu'il faut beaucoup de temps là-dessus. C'est ce que dit aussi Cassandre, qui dit « Je crois que c'est davantage un travail sur la confiance et l'estime de vous-même au-delà du pardon qu'il vous faudrait faire. » Qui ajoute... qui vous dit courage, et Eridan qui dit au lieu de chercher à pardonner l'autre, essayez de vous dire que vous-même vous n'avez rien à vous faire pardonner. Vous semblez très calme, posé aujourd'hui. Peut-être que ce qui vous a manqué pour guérir, c'est la colère. Alors courage à vous. Peut-être qu'effectivement cette colère, il y a lieu d'extérioriser votre colère et finalement trouver aussi après en vous une forme d'apaisement. Et finalement, dans le pardon, il y a se pardonner à soi, alors qu'en fait, vous n'êtes évidemment responsable de rien, mais en tant qu'enfant, vous avez cru. Et l'agresseur, souvent pervers qu'il est, fait penser à l'enfant qu'il est responsable. Donc, c'est là-dessus, je pense, qu'il y a lieu de travailler, avant tout, Solange. Donc, prenez soin de vous là-dessus et continuez, parce que 4 ans, ça paraît long, mais au vu de ce qui s'est passé dans votre vie, je vous assure, il y a encore certainement beaucoup de choses à travailler. Bon courage. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute.